Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour à tous, chers auditeurs. Il avait 22 ans, il était rugbyman dans le même club que Thomas Perotto, tué un an avant lui presque jour pour jour à Crépol. Il allait faire la fête ce 31 octobre quand il a reçu une balle dans la tête sur le parking d'une boîte de nuit à Saint-Péray. C'était il y a une semaine, il s'appelait Nicolas et son nom s'ajoute à une litanie de victimes. Nous recevons aujourd'hui le député de sa circonscription, Vincent Trébuchet. Bonjour monsieur le député. Bonjour Marie Falicon. Merci d'être sur Ligne droite ce matin. Bienvenue pour votre grand entretien politique. Vous êtes élu de l'UDR, l'Union des droites pour la République, le groupe d'Éric Ciotti. Vous êtes élu dans la deuxième circonscription de l'Ardèche et vous êtes vice-président du groupe à l'Assemblée nationale. Alors vous étiez présent, monsieur le député, comme des milliers de personnes endeuillées à la marche blanche pour Nicolas mercredi. Un drame de plus. Que vous disent les habitants de votre circonscription, de Saint-Péray et des alentours ? Les habitants de ma circonscription sont choqués. Saint-Péray, c'est une commune ardéchoise de 7500 habitants qui n'a pas franchement l'habitude de voir des tueurs arriver et mettre une balle dans la tête d'un jeune de 19 ans. Et je pense que toutes nos circonscriptions rurales, c'est un peu le même cas. Donc quand on voit ça arriver, on constate dans notre chair la montée inexorable des ravages de la violence. Hier, j'étais à la marche blanche et à la fin, j'ai pu saluer les parents de Nicolas, et pour moi, c'est un électrochoc politique, et Dieu sait si j'étais déjà sensibilisé à ces questions. C'est-à-dire que même dans nos circonscriptions rurales, ce qu'on peut aujourd'hui appeler des mafias du narcotrafic viennent tuer nos jeunes. Donc c'est d'abord un sentiment immense de révolte, et puis une détermination encore plus forte à faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est vrai que quand vous l'avez dit, en l'occurrence, c'était une petite commune de 7500 habitants. Quand on pense à l'Ardèche, c'est vrai qu'on pense à un territoire vraiment rural. On est loin d'imaginer que les réseaux et la criminalité y ont une place importante. Cette réalité, vous l'avez vu évoluer au fil du temps. Aujourd'hui, comment elle se concrétise au-delà de la mort de Nicolas ? On est sur l'axe Lyon-Marseille et aujourd'hui, les réseaux du narcotrafic sont extrêmement bien organisés. Et donc ils se répandent par les voies de communication assez naturelles. Et puis surtout, en plus, ils commencent à diversifier leurs activités. Qu'est-ce qui définit une mafia ? C'est quand elle commence à soudoyer les agents publics, à répondre à des marchés publics, etc. Alors, dans le cadre des discothèques, c'est pas ça, mais c'est déjà une première diversification de l'activité. C'est-à-dire, on sort du narcotrafic pur et puis on veut mettre la pression pour prendre le contrôle d'autres circuits économiques, etc. Donc c'est très certainement, alors l'enquête le dira, ce qui a causé la mort totalement accidentelle pour le coup de Nicolas. Mais voilà, c'est l'Ardèche est située sur ces grands axes et donc c'est comme ça qu'elle est touchée. Et notre département est particulièrement touché par la hausse des violences qui ont augmenté de plus de 12% l'an dernier sur les atteintes physiques, et donc il ne fait pas exception à ces ravages de la violence qui se répandent. On voit que le narcotrafic se répand jusque dans les territoires très ruraux. Vous avez alerté le gouvernement dans une question en hémicycle à ce sujet. Pour vous, ce sont eux les premiers responsables ? Eux, si vous voulez, quand on entend Bruno Retailleau parler, on peut que être d'accord avec lui sur le constat qu'il dresse et les actions qu'il prône. Donc c'est pas eux, c'est 50 ans de laxisme et 50 ans d'aveuglement. C'est les deux points que j'ai voulu souligner dans ma question. Certains parlent pour la mort de Nicolas de faits divers, ils nous disent mais voilà, c'est pas lié nécessairement au narcotrafic ou c'est pas lié à l'immigration. Mais je veux dire, c'est vraiment se voiler la face. Faut être aveugle pour voir que pour penser que l'arme qui a tué Nicolas ne provient pas du narcotrafic, et puis faut être aveugle pour penser que l'immigration de masse n'a aucune implication dans ce crime-là quand on voit d'où vient a priori le principal accusé. Donc cet aveuglement-là, il est coupable. On a fait des propositions de loi avec le Rassemblement national et le symbole est fort. Moi j'étais 2 heures avant l'assassinat de Nicolas, on était en hémicycle et on débattait des propositions de loi portées par le Rassemblement national et soutenues par l'UDR qui visaient à rétablir les peines planchées et à instaurer ce qu'on appelle la double peine pour les criminels étrangers, c'est-à-dire le fait qu'on puisse les expulser plus facilement quand ils ont été commis, quand ils ont été condamnés pour des crimes avérés. Et on a eu un discours extrêmement musclé de Nicolas d'Aragon, qui est le maire de Valence, donc qui est quand même au fait de ces sujets-là, qui commence pendant 5 minutes à nous dire voilà, les étrangers coupables dehors, etc., applaudi par nos rangs, parce qu'on se disait il y a peut-être une prise de conscience, et puis au bout de 5 minutes, comme d'habitude, patatras, avis défavorable, etc.
Et donc j'ai interpellé fortement Bruno Retailleau parce que c'est vraiment une inconséquence coupable, parce que ça sert à rien de parler de mexicanisation du pays si on affaiblit l'État régalien. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que Bruno Retailleau, malgré sa bonne volonté, il est prisonnier de ses alliances politiques et lui-même confesse en privé que ce n'est pas lui qui rend les arbitrages sur les questions dont il est a priori le responsable dans son ministère. Donc on a un gouvernement qui, malgré tous ces effets de manche, est condamné à l'inaction. Donc il faut que ça change, il faut que ça change rapidement. Alors pour dire un mot justement de ces propositions de loi du Rassemblement national, je rappelle pour nos auditeurs, c'est dans le cadre de leur niche parlementaire, la semaine dernière. Finalement, ces débats donc très mouvementés, on l'a vu, entre les niveaux de décibels hors normes, tout a été balayé par l'Assemblée, c'est-à-dire les LR, le Bloc central n'ont absolument pas soutenu ces textes. Alors, effectivement, donc ça a été balayé par l'Assemblée. Il y a eu une première partie, un très long débat sur la proposition de loi visant à abolir la réforme des retraites. Et du coup, il y a eu relativement peu de temps pour l'étude des autres propositions de loi. Ce qui était saisissant, c'est qu'on a eu un soutien des quelques députés LR qui étaient présents dans l'hémicycle. Je vous rassure, ils ne s'étaient pas mobilisés sur ces sujets, puisqu'ils étaient 8 dans l'hémicycle, alors que leur groupe compte à peu près 45 personnes. Mais les 8 étaient plutôt favorables à nos propositions de loi, avec des prises de parole parfois courageuses. Et ce qui était saisissant, c'était de voir que les ministres qui étaient issus des mêmes groupes sur le banc du gouvernement donnaient un avis contraire aux députés des groupes dont ils provenaient. Et ça, oui. c'est vraiment le symbole que LR s'est totalement dissous dans la Macronie, et que les députés de ce groupe à l'Assemblée nationale, même si ils semblent être d'accord avec nos propositions, ne font finalement que servir de prétexte à un gouvernement qui ne peut pas appliquer une politique et une réponse pénale forte. Vous avez parlé tout à l'heure de Nicolas d'Aragon, donc le maire de Valence, dans la Drôme, à côté donc de Saint-Péray notamment, et de l'Ardèche. Oui, tout à fait, c'est à 5 minutes. Voilà, et donc il est élu depuis 10 ans. Vous avez parlé dans votre question au gouvernement à cette occasion de cette ville, donc de Valence, comme la plaque tournante du trafic de drogue dans la région. Récemment, il a été nommé ministre délégué à l'Intérieur en charge de la sécurité du quotidien dans le gouvernement Barnier. Pour vous, c'est un scandale au vu du résultat, en tout cas de sa politique, ou alors de son inaction peut-être dans la ville de Valence? Oui, je pense effectivement que c'est un scandale. C'est-à-dire, la criminalité augmente dans toutes les circonscriptions autour de Valence. La mort de Thomas à Crépol, pareil, c'est à 10 minutes de Valence. Et le jour même, quasiment de l'assassinat de Nicolas, il y avait une personne qui était tuée dans le quartier du Polygone à Valence, qui est connu pour son trafic de drogue. Et donc, effectivement, c'est une plaque tournante de la drogue. On le sait dans la région, située entre Lyon et Marseille. C'est avéré que ce trafic s'est répandu, en particulier pendant le mandat du maire Nicolas d'Aragon, et donc effectivement ça interroge fortement quand on voit que celui-ci est nommé ministre de la sécurité du quotidien des Français. Alors il y a une autre maire LR, mais alors de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Elle s'est engagée sur les questions sécuritaires depuis la mort de Thomas à Crépol il y a un an. Elle était présente elle aussi évidemment à la marche en hommage à Nicolas. Est-ce que vous pouvez travailler avec elle? Est-ce que le dialogue et l'action entre local et national est possible entre vous et elle? Bon, évidemment, on a eu des échanges. Je crois que Marie-Hélène Toraval est extrêmement courageuse. Elle a quand même organisé dans sa ville, je veux dire, c'est abominable quand on y pense, 2 marches blanches qui ont réuni des milliers de personnes pour des meurtres d'un jeune de 16 et 22 ans dans une commune qui est quand même pas une des plus grandes de France ni du département. Donc, c'est une dignité extraordinaire de cette mère qui s'est tenue aux côtés des familles et qui tient un discours extrêmement clair. Elle le dit simplement avec beaucoup de tact. Elle dit que ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits de société. Quand un fait se répète, c'est un fait de société. Donc quand il y a un fait de société, ça veut dire qu'il y a des causes extrêmement profondes, systémiques dans la société. Et j'aimerais mentionner aujourd'hui, au-delà de la cause du narcotrafic et de l'immigration de masse, la cause éducative. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre le laxisme généralisé, y compris dans l'éducation nationale, symbolisé par la nomination de ministres comme Nicole Belloubet et Pape Ndiaye, et l'augmentation de l'ultraviolence qu'on voit dans notre pays. Et donc elle va jusqu'à pointer ces causes profondes, et je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui se tient droit et qu'il faut écouter au niveau national, c'est certain.
Alors, Vincent Trébuchet, vous êtes donc le député de la 2e circonscription de l'Ardèche, je le rappelle, donc la circonscription qui a été frappée par la mort de Nicolas la semaine dernière. Quand on fait ce constat que vous venez de faire, quelles solutions vous proposez justement avec le groupe UDR d'Éric Ciotti pour lutter efficacement contre non seulement ces trafics, mais cette criminalité organisée et puis ce rajeunissement de la violence? Alors, c'est une action coordonnée de l'ensemble des ministères concernés. Si on prend plus particulièrement la question du narcotrafic, il faut une réponse totalement globale. C'est-à-dire qu'il faut adresser d'abord en amont la question du blanchiment de cet argent, et puis en aval la question du consommateur. Et je pense que celle-là, elle n'est pas du tout assez prise en compte. Et donc, on a un certain nombre de propositions avec Éric Ciotti qui visent à renforcer les amendes pour les consommateurs, en cas de récidive, à publier les noms des personnes qui se sont rendues coupables de cette consommation. On vise à durcir extrêmement fortement l'incitation à la consommation de drogue pour les mineurs. On vise à renforcer les peines planchées dans le cadre du narcotrafic. Il y a tout un arsenal législatif et on va faire des annonces fortes dans les prochaines semaines sur ce sujet. Alors, lutter contre la complicité du consommateur, effectivement, une donnée qui est parfois oubliée. Bruno Retailleau s'est emparé de ce sujet. Donc, il a parlé, on l'a dit tout à l'heure, de mexicanisation, de narco-racaille. Il est aujourd'hui en déplacement à Marseille pour cette problématique du narcotrafic avec Didier Migaud, donc le ministre de la Justice. Et des annonces devraient aussi être faites de leur côté dans la journée. Est-ce que, au-delà des mots, vous leur faites quand même confiance pour agir? On a, avec Bruno Retailleau, d'une certaine manière, un retour de la fermeté, en tout cas une volonté. Alors je pense que le narcotrafic est un sujet sur lequel on peut dégager rapidement une majorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même triste qu'il faille attendre qu'on ait des meurtres de jeunes Français dans nos circonscriptions rurales pour commencer à parler du sujet. Mais il y a un lien entre le narcotrafic et l'immigration de masse, et toutes les mesures qui seront liées à l'immigration seront de toute façon rejetées par la gauche. Et puis les autres mesures qui seront rejetées, c'est toutes celles qui concerneront le narcotrafic des petites drogues, on va dire, de la légalisation, enfin tout ce qui tourne autour du cannabis. Et ça aussi, toute la gauche et potentiellement la Macronie s'y opposera. Donc c'est pas certain qu'ils puissent faire passer l'ensemble des mesures. Néanmoins, nous on poussera pour qu'il y ait le consensus le plus large possible. Néanmoins, un autre pan que vous soulignez dans la lutte contre le narcotrafic, c'est évidemment la question de la réponse pénale. Et quand on voit qu'on a Didier Migaud, ministre de la Justice, qui a perdu 250 millions d'euros sur son budget et qui aujourd'hui abandonne la construction des 18 000 places de prison qui avaient été pourtant promises par le précédent gouvernement, on peut être très circonspect sur leur capacité à répondre efficacement à la criminalité grandissante. Alors, à l'Assemblée, il y a évidemment ce vote du budget, justement, dont on parle. Il semble toujours assez compliqué. On se demande, là on en est où dans les discussions entre le projet de loi de finances et celui de financement de la sécurité sociale? Où est-ce qu'on en est? Non, mais c'est d'une hypocrisie sans nom, ces débats sur le budget. Nous perdons un temps absolument crucial. Alors, l'exécutif et les parlementaires de la soi-disant majorité varient les méthodes. Alors, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'était de rajouter des amendements pour qu'on dépasse le délai dans lequel le Parlement avait droit d'étudier le texte et que surtout on ne puisse pas étudier l'article qui concerne le report de l'indexation des retraites. Donc voilà, on n'a pas pu aller au bout de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc merci au gouvernement qui ne laisse pas le Parlement en débat. Obstruction du débat. Et alors sinon, l'autre stratégie, donc là c'est pour le projet de loi de finances, c'est la stratégie de la chaise vide, c'est-à-dire on laisse la gauche qui aujourd'hui a un peu plus de députés que le Rassemblement national et l'UDR. On laisse la gauche faire passer l'ensemble de ces amendements, tous plus délirants les uns que les autres. Je veux dire, on a quand même un amendement qui a visé à supprimer les 6 milliards de subventions à l'enseignement privé en France. Je veux dire, c'est quand même totalement absurde pour aller payer la gratuité des trousses. Ouais. On a des amendements dans un contexte budgétaire extrêmement serré de 100 millions d'euros qui visent à subventionner l'aide aux mineurs non accompagnés ou qui visent à créer un fonds pour l'égalité des genres dans l'agriculture. Je veux dire, même si ça peut être une question sur certains sujets, je veux dire, c'est des montants totalement astronomiques, totalement irresponsables. Et puis par ailleurs, c'est un assassinat de l'économie française puisque c'est une croissance extrêmement forte des impôts de production et qui iront aussi peser sur nos petites entreprises, une destruction du pacte Dutreil qui permettait de les transmettre dans le cadre familial et de petit à petit les faire grossir pour qu'elles deviennent des ETI qui rendent notre pays compétitif. Enfin, je veux dire, c'est une boucherie. On sait très bien que de toute façon que tout ça sera balayé ensuite soit par un 49.3, soit par un rejet du texte, mais en attendant, on perd un temps
absolument crucial dans l'hémicycle et c'est vraiment très dommageable. On a vraiment un gouvernement qui fait la politique du pire et il en sera responsable. Donc ça c'est évidemment encore en débat, c'est-à-dire que officiellement quand s'arrêtent les séances de discussion? Voilà. On termine actuellement l'examen de la première partie du projet de loi de finances qui concerne les recettes, donc essentiellement les questions de fiscalité. Et on étudie en commission, on finit d'étudier en commission la deuxième partie du projet de loi de finances qui, elle, concerne les dépenses avec l'ensemble des missions, agriculture ou autres, etc. Et donc, on va terminer dans l'hémicycle en séance le débat sur la première partie et on va devoir se prononcer sur cette première partie. Si on l'adopte, si on arrive à l'étudier dans les temps et qu'on l'adopte, on passera à l'étude de la deuxième partie. Si on la refuse, le projet de loi partira directement au Sénat dans la version initiale qu'avait prévue le gouvernement. Sans finir donc les débats. Alors, exactement. Vous siégez justement en commission des finances, vous étiez rapporteur spécial sur l'agriculture, donc dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Quels ont été les résultats de cette mission sur l'agriculture et plus largement, est-ce que vous êtes satisfait donc des budgets qui sont alloués dans ce domaine? Alors, l'agriculture est le symbole, je trouve, à l'Assemblée nationale de notre perte de souveraineté. Quand on débat sur le budget de l'agriculture, sur ses dépenses, on débat sur à peu près une enveloppe de 5 milliards d'euros, alors que l'ensemble de l'action publique pour l'agriculture, c'est à peu près 25 milliards d'euros, quand on compte les 10 milliards de PAC, une partie des dispositifs fiscaux, etc. Donc c'est finalement relativement restreint. Deux réflexions sur ce sujet du budget agricole. Le premier, c'est le délire autour de la planification écologique, où on est venu mettre 1 milliard l'an dernier, et là on enlève 600 millions cette année, sans qu'aucune étude ne soit menée sur la bonne utilisation de ces deniers financiers. J'ai audité le ministère qui est absolument incapable de me dire pourquoi on a mis 300 millions d'euros dans telle action, et qu'est-ce que ça a donné, etc. Donc c'est vraiment de l'argent qui, là, est investi complètement par idéologie. Et puis par ailleurs, on a le reste du budget qui est extrêmement contraint avec des agriculteurs qui doivent descendre dans la rue pour parfois obtenir des subventions de quelques dizaines de millions d'euros pour faire face à des pertes dans leur cheptel absolument colossales. Donc il y a une forme d'indécence dans cette gestion de la planification écologique et à l'inverse dans cette rigidité sur le budget d'accompagnement de l'agriculture. La deuxième réflexion, c'est que c'est un ministère qui est toujours géré sous le format de crise. C'est-à-dire qu'on attend que les agriculteurs descendent pour rajouter dans ce qu'on appelle le projet de loi de fin de gestion, de finances de fin de gestion, à la fin de l'année pour rajouter des enveloppes supplémentaires suivant est-ce que les agriculteurs ont gueulé assez fort, etc. Et ça, c'est vraiment dommageable. Il faudrait à l'inverse anticiper les crises que vont rencontrer les agriculteurs et prendre en compte les nécessités de sanctuariser des enveloppes dès le premier budget. Et puis la dernière chose que je voudrais dire sur ce budget, c'est que on voit que c'est une enveloppe relativement restreinte par rapport à l'ensemble de l'action publique, et donc ça pointe évidemment l'échec de notre action publique dans le reste du domaine, et notamment sur ce traité du Mercosur qui va massacrer notre agriculture, qu'on utilise comme monnaie d'échange pour des industries automobiles ou autres qui sont extrêmement dynamiques dans d'autres pays. Et qui devrait être signé dans les prochains jours. Avec ce que vous venez de dire, on a l'impression effectivement que le gouvernement n'est pas tout à fait prêt à la crise agricole qui arrive alors. Pas du tout, il est pas du tout prêt, et je voudrais revenir à nouveau sur le Mercosur. On est vraiment dans la conséquence de 30 ans d'abandon de notre souveraineté. C'est Philippe Séguin qui disait qu'en fait c'est très indolore quand on abandonne successivement une petite partie de notre souveraineté. Et puis un jour on se réveille et on a les mains totalement liées. Et là on est face à un traité où on est incapable de réunir la minorité de blocage qui nous permettrait de le contrer. Et donc le gouvernement, malgré son action d'affichage, va être contraint d'accepter toujours la même chose, des aides compensatoires. Et il est là le mal profond de notre agriculture. C'est que depuis 30 ans, en fait, on accepte que notre agriculture soit mise en compétition avec des gens qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Par ailleurs, on fait peser sur nos agriculteurs des contraintes absolument odieuses en termes de contraintes administratives, de contrôle, etc. Et puis on les culpabilise en subventionnant par ailleurs des associations qui viennent dans leurs fermes ou même des organismes qui viennent les contrôler, armés, etc. Et donc on les met en compétition avec tout ça et on ne leur permet pas de vivre dignement de leur métier, et c'est absolument scandaleux.
Alors on va revenir dans votre circonscription en Ardèche, si vous le voulez bien, Vincent Trébuchet, pour parler donc d'autres problématiques qui concernent vos administrés, notamment les vagues d'inondations donc qui ont eu lieu ces derniers temps. Quelle a été l'ampleur des dégâts pour votre circonscription et plus largement pour la région ? Donc nous, on a été la circonscription la plus touchée par les inondations ravageuses avant que survienne celle évidemment très dramatique en Espagne. J'ai des villages qui ont été totalement ravagés, des villages de 800 habitants sur lesquels 300 habitants ont dû être évacués, 30 ont dû être électroyés, dont certains n'avaient plus que la tête qui sortait de l'eau. Je veux dire, on a évité des morts de peu grâce à l'action absolument remarquable, comme d'habitude, de nos policiers et de nos pompiers. Aujourd'hui, on est face à une situation qui reste totalement dramatique. C'est les communes qui doivent supporter elles-mêmes le déblaiement des jardins dans lesquels il y a parfois 3,50 m de hauteur de boue parce que les assurances ne veulent pas prendre en charge le déblaiement de ces jardins parce que la cause jardin n'avait pas été cochée par les administrés. Donc on est dans des situations ubuesques. On a enfin l'arrêté de catastrophe naturelle qui reconnaît dans le département 95 communes qui ont été touchées avec des dégâts absolument considérables. Néanmoins, suite à cet arrêté de catastrophe naturelle, on attend encore beaucoup d'actions du gouvernement, notamment le déplafonnement d'un certain nombre de dispositifs qui vont permettre aux communes de recevoir des aides conséquentes pour faire face aux dégâts de voirie, aux dégâts dans leurs équipements et aux dégâts dans les maisons des particuliers. Donc voilà, c'est absolument dramatique. On a eu la visite des deux ministres, Agnès Pannier-Runacher et Nicolas Daragon. Alors c'était quand même très ironique, parce que Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui nous explique selon elle quelles étaient les causes de ces inondations, alors que quand on parle avec les agriculteurs, ils nous disent très bien que c'est le diktat des organismes de respect de la biodiversité qui interdisent le nettoyage des cours d'eau, qui ont permis l'accumulation du coup de bois morts sur ces cours d'eau, qui sont venus s'encastrer dans les ponts de nos petites communes et ont conduit à des débordements jamais vus des fleuves auparavant et qui ont inondé les maisons. Donc c'est vraiment là aussi, pour une part, le résultat d'une idéologie et d'une écologie totalement punitive, mal pensée, qui manque de bon sens et c'est proprement quasiment criminel. Alors parmi les autres préoccupations de votre circonscription, on peut noter évidemment les questions de santé, puisqu'on sait que l'Ardèche est considérée comme un désert médical. Est-ce qu'en votre qualité de député aujourd'hui, Vincent Trébuchet, vous avez le sentiment que vous pouvez agir sur ces questions et justement qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors évidemment, la question de l'accès aux soins, elle est absolument cruciale. Moi, je vis dans un village où le médecin a 78 ans. Et depuis 19 ans, il refuse de partir à la retraite tant qu'il n'a pas de remplaçant. Ça a été mon premier soutien et c'est une des raisons de mon engagement dans mon département. Il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été portées par le Rassemblement national et l'UDR pendant la campagne électorale, notamment quelque chose qui visait à permettre le cumul emploi-retraite pour des médecins et des infirmiers qui étaient retraités. C'était une des propositions de loi qui était à l'ordre du jour de la niche parlementaire du Rassemblement national et qui, par l'obstruction des groupes adverses, n'a pas pu être débattue dans le temps imparti. L'objectif là, c'était de ne pas imposer, c'est ça, les infirmiers et médecins qui revenaient dans les territoires ruraux pour désengorger donc les déserts médicaux. Toujours retour à l'Assemblée nationale. Une question, puisque ça remue quand même l'actualité, même si on l'a pas trop vu avec les élections présidentielles américaines, c'est un peu passé à côté, mais tout de même, pour nous en France, c'est important. Yael Braun-Pivet, donc présidente de l'Assemblée nationale, a remis sur la table la question de l'euthanasie. Elle a obtenu du gouvernement l'engagement d'inscrire ce texte donc à l'ordre du jour les semaines du 27 janvier et du 3 février 2025. Est-ce que le groupe UDR dans lequel vous siégez a arrêté une position justement sur cette question de l'euthanasie ? Le groupe UDR n'a pas arrêté de position. Je crois qu'il y a une convergence de vues assez forte parmi un certain nombre de députés, donc je vais vous donner la mienne qui n'engage que moi. Je crois que comme d'habitude, pour faire passer une loi qui est aussi autant un point de bascule à mon avis sociétal, le gouvernement joue sur les mots. Et donc, on parle d'aide à mourir, on parle de soins d'accompagnement, alors qu'aujourd'hui, ça décrit plutôt la réalité des soins palliatifs, qui visent dans la fin de la vie à accompagner au mieux les personnes, à soulager leur douleur et à permettre qu'elles puissent mourir en étant accompagnées dans des circonstances les meilleures possibles.
Aujourd'hui, un certain nombre de personnes, faute de moyens alloués à ces soins palliatifs, ne peuvent pas mourir dans de bonnes conditions en France. Et c'est un problème. Et donc, il faut y répondre par des moyens alloués à ces soins palliatifs. Et la loi permet de répondre aux situations aujourd'hui de détresse. Et il y a, à mon avis, dans cette loi, une sorte de fascination, de retour à la brutalité originelle, où on finit par franchir un interdit fondamental qui est celui de tuer. Parce que malgré tous les mots doucereux qu'on utilise, il s'agit quand même à un moment d'injecter une substance létale à une personne pour que son cœur s'arrête. Nous, chez Ligne Droite, évidemment, on suivra avec attention les débats lorsque cette question de l'euthanasie sera de retour à l'Assemblée nationale. Il nous reste 2 minutes, Vincent Trébuchet. Alors, un dernier mot justement sur une actualité internationale, évidemment, les élections américaines. La victoire donc de Donald Trump est sans appel pour les États-Unis. Est-ce que vous partagez cette victoire ? Oui, c'est d'abord la victoire du peuple américain. Je crois qu'il ne faut pas calquer complètement le modèle des États-Unis sur le modèle de la France. On a des histoires qui sont très divergentes. Néanmoins, symboliquement, oui, je m'en réjouis parce que je pense que Donald Trump partage des combats avec nous. Le premier, c'est évidemment la lutte contre l'immigration illégale, sur laquelle il avait un bon bilan, alors que celui de Kamala Harris et de Joe Biden était absolument catastrophique. Le deuxième, c'est la dynamisation de l'économie américaine avec la baisse des impôts de production et puis une attention particulière au pouvoir d'achat des classes moyennes. Et puis le troisième, c'est la lutte aussi contre le narcotrafic. Puis symboliquement, son élection est vraiment une sorte d'arrêt de mort du wokisme. Et donc, on peut que s'en réjouir quand on voit à quel point il essaye de percer en France. On voit ce symbole-là dans la manière dont l'élection américaine, la campagne américaine a été traitée par France Télévisions avec des émissions qui à chaque fois accolaient à Donald Trump le nom ou l'adjectif de fasciste. C'était évidemment complètement caricatural. Néanmoins, comme Donald Trump défend les intérêts des Américains, eh bien les intérêts des Américains ne sont pas toujours convergents avec les intérêts des Français et des Européens dans un certain nombre de secteurs. Ça va potentiellement impacter le secteur du vin, le secteur de l'automobile, le secteur de l'aéronautique. Et donc ça implique que nous, à nouveau, on se lève pour défendre nos intérêts. Et donc, ça, à mon avis, ça doit mener à ce qui a été fait aux États-Unis, c'est-à-dire une véritable union des droites qui puisse aujourd'hui se préoccuper et agir efficacement pour le pouvoir d'achat et les Français. Ça, c'est intéressant sur le sursaut, effectivement, qui pourrait être opéré en France, évidemment, et les bénéfices qu'on pourrait en tirer. Est-ce que vous croyez aussi à un autre bénéfice, à savoir la contre-révolution anti-woke, tant attendue, puisque tout nous vient des États-Unis? Est-ce que ce sursaut positif pourrait avoir lieu grâce à cette victoire de Donald Trump? Alors, il ne faudra pas un mandat de Donald Trump pour tuer le wokisme. Je veux dire, c'est un truc qui a des racines bien plus profondes. Certains disent que pour commencer à inverser la tendance, il faudra au moins 12 ans de présidence républicaine. Donc, il faudrait 2 mandats de Vance derrière. Et puis, le wokisme, à mon avis, est un tout petit peu moins infiltré en France. Et donc, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Néanmoins, effectivement, ça peut permettre de réveiller des voix en France qui peuvent s'insurger contre cette idéologie qui se veut totalitaire. Merci beaucoup Vincent Trébuchet. On arrive au terme de ce grand entretien. Je rappelle pour nos auditeurs donc, que vous êtes député évidemment de la 2e circonscription de l'Ardèche et vice-président du groupe UDR d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. À très bientôt et puis bon courage dans l'émission que vous portez à l'Assemblée nationale. Merci encore. Merci pour eux, merci pour Nicolas.